Bonsoir à tous, il est 19h, voici les titres d'autres journaux. Comment faire face à la spéculation? Les usines augmentent leur capacité de production de l'huile de table. L'exemple ce soir à Oran, dans une usine qui a augmenté sa capacité de production de 20%. Le Moudjahid Ramdan Mahtoub repose aujourd'hui en paix dans sa terre natale. Sa dépouille a été transférée de France vers l'Algérie au grand soulagement de ses proches. Nous verrons dans ce journal les images et les témoignages recueillis par Afef Blhouchet. Un grand pas est franchi dans la question sahraoui. Le représentant du Front Polisario, Obi Bachir Bouchraïa, a dénoncé devant le Parlement français la politique de 2 poids 2 mesures de la France face au dossier sahraoui. Nous serons en direct avec le député Jean-Paul Lecoq qui a urgé la France d'assumer sa responsabilité historique. Et puis on termine avec Les secrets de la céramique d'Alger. L'ouvrage de Rachid Sidi Boumedine fait parler de lui et nous plonge dans l'histoire de la céramique algérienne entre le 18e et le 19e siècle. Voilà pour les titres, bienvenue à tous. On entame ce journal par la production de l'huile de table. La demande a augmenté ces derniers jours. Cela est dû à la spéculation et à un problème lié au transport. Les responsables rassurent, pas de pénurie. Et pour assurer une disponibilité suffisante, certaines usines ont augmenté leur capacité de production. Le cas de cette usine à Oran que nous allons découvrir dans un instant, qui a augmenté sa production de 20%. Commentaire de Amel Barba. Depuis quelque temps, une forte demande est enregistrée sur l'huile de table, suscitée par des rumeurs sur son indisponibilité. La mauvaise distribution et la spéculation contribuent également à cette perturbation dans l'approvisionnement de ce produit de large consommation. Pourtant, les producteurs assurent les quantités produites sont largement suffisantes. L'huile de table est produite en grande quantité. Nous avons même renforcé les capacités de production. Toutefois, la ruée sur ces produits crée une certaine perturbation. Pour satisfaire la forte demande sur l'huile de table constatée ces derniers temps, cette usine a lancé une nouvelle ligne de production. Nous avons libéré ces 2 derniers jours toutes les quantités en réserve, ce qui nous permet d'approvisionner les 58 wilayas. Nous avons également lancé une 3e ligne de production, ce qui a permis d'augmenter de 20% la capacité de production. Nous produisons de l'huile de table en quantité suffisante. Nous avons accéléré les capacités globales de production. Nous avons même atteint 18 500 tonnes le mois dernier, ce qui dépasse les capacités de l'usine. Les pouvoirs publics ont pris des mesures urgentes afin de faire face aux perturbations dans l'approvisionnement de ce produit de large consommation lié notamment à la chaîne de distribution et à la spéculation. Et nous restons à Oran pour découvrir une usine qui fait un carton. Général Emballage fait partie du paysage oranais depuis plus de 20 ans. L'entreprise couvre 50% du besoin du marché national en production de cartons et en outils d'emballage. Elle exporte vers plusieurs pays étrangers grâce à un produit compétitif. Commentaire de Walid Yousfi. Un hangar plus grand qu'un terrain de foot. Il s'agit de la nouvelle usine de Général Emballage basée à Oran. Une entreprise algérienne qui produit tout type de papier et d'emballage depuis plus de 20 ans. L'entreprise est devenue aujourd'hui l'un des plus grands producteurs de papier ondulé en Afrique. La première étape est celle de la confection de papier carton avec des trains onduleurs très performants et un matériel dernier cri. Ensuite, nous transformons le carton. Notre produit est consommé localement mais aussi à l'étranger. Nous exportons vers la Tunisie, l'Espagne, la France et la Mauritanie. Nous sommes certifiés ISO 9001. Cela atteste de la qualité de notre produit. Nos clients sont rassurés. Un produit de qualité fabriqué grâce à un matériel performant et une main-d'œuvre qualifiée. Cette usine couvre aujourd'hui pas moins de 50% de la demande du marché national. Cette société nous a donné l'opportunité de mettre en valeur nos compétences. Nous produisons du papier et tous les outils d'emballage avec une capacité de production qui atteint les 60 000 tonnes par an. Nous employons plus de 140 personnes, un nombre qui va augmenter prochainement.
عدد العمال سوف يزداد قد يصل إلى 250 موظف. Grâce à cet investissement, les capacités totales de production de l'entreprise ont augmenté d'au moins 23%, passant désormais à 260 000 tonnes par an. Un pas de plus vers leur objectif, conquérir le marché international. Et de rang à Tismsilt, où un centre d'enfouissement technique des déchets solides a été inauguré par la ministre de l'Environnement, Samia Mouelfi. Ce centre a été financé par le Fonds national de l'environnement et du littoral et ambitionne désormais de permettre aux entreprises de participer au circuit économique. Vers reportage de Fatma Zohara Benfarjala, commentaire signé Yamina Saïchi. Pour le renforcement de l'entrepreneuriat vert, 2 projets de réalisation d'unités de méthanisation sont en cours au niveau du centre d'enfouissement technique des déchets solides de la commune de Tismsilt. Le rôle de cette station est l'épuration et le traitement des eaux usées pour son utilisation notamment dans l'irrigation. Deux entreprises activant dans le domaine du recyclage des déchets ont été honorées par la ministre de l'Environnement et 2 accords de partenariat ont été signés entre la direction de l'environnement et l'antenne de l'Agence nationale d'appui et de développement de l'entrepreneuriat. Le ministère de l'Environnement a introduit dans sa stratégie de travail le renforcement de l'entrepreneuriat vert et la création d'emplois comme des axes fondamentaux pour assurer la transition écologique. Pour promouvoir l'écotourisme, préserver un cadre de vie agréable pour le citoyen, une opération de reboisement a été lancée dans la forêt de Ain Antar à Tismsilt. Destination Tougourt et Ouled Djelel qui ont été promus dernièrement wilaya à part entière. Les automobilistes des 2 villes ont débuté l'opération de renouvellement des plaques d'immatriculation. 51 pour Tougourt et 55 pour Ouled Djelel. Commentaire de Malim Jamis. 51 est le nouveau numéro d'immatriculation des voitures de Ouled Djelel, une étape symbolique et importante pour les habitants de cette ex-daïra, promue récemment comme wilaya à part entière. Les habitants de la région espèrent voir un changement réel avec la concrétisation des projets de développement. Avant, Ouled Djelel dépendait de la wilaya de Biskra. Désormais, notre région est une wilaya à part entière. Les cartes et les plaques d'immatriculation ont été remplacées. Nous souhaitons que les projets de développement économique se concrétisent. Nous avons délivré les premières cartes grises qui portent la nouvelle immatriculation 51. Cette opération a pour objectif de rapprocher les citoyens de l'administration et leur faciliter les procédures administratives. Même cas de figure à Tougourt, l'opération de renouvellement des cartes grises des véhicules avec le nouveau numéro 55 a été accueillie favorablement par les citoyens. Après avoir récupéré ma carte grise, je me suis dirigé chez mon ami pour remplacer la plaque d'immatriculation. Nous espérons la prospérité pour notre wilaya. L'opération se poursuit au niveau des communes et des daïras, sous la supervision des commissions de wilaya installées à cet effet pour accompagner les citoyens. Cette opération fait partie de nombreuses étapes permettant le transfert des pleines prérogatives aux nouvelles wilayas. Voilà, 51 pour Ouled Djelel et 55 pour Tougourt. C'est un an intimement lié à l'histoire de libération nationale au village Tourit Mokran. Ramdan Mahtoub est un ancien moujahid. Il a connu la guerre et la torture du colonisateur français. Après son décès, les conditions et les contraintes liées à cette pandémie ont contraint sa famille de l'enterrer en France. Ramdan Mahtoub repose aujourd'hui en paix dans sa terre natale. Sa dépouille a été transférée en Algérie, au grand soulagement de ses proches, notamment son fils et sa nièce. La correspondance de Paris signée Afef Bloujet. Soutenu par sa cousine Malika, Kamel Mahtoub attendait dès l'aube l'équipe chargée de transférer la dépouille de son défunt père, Ramdan Mahtoub, de ce cimetière parisien vers l'Algérie natale. Décédé en période de Covid, Kamel dit avoir attendu l'occasion d'exaucer enfin la volonté de son père tant aimé. C'est le souhait de mon père, parce que le jour qu'il était vivant, il m'a demandé « je ne pars pas tout seul sans vous ». On lui a promis qu'il ne part pas sans nous. Et là aujourd'hui, voilà,
c'est le moment de partir avec lui. Je crois que pour nous, c'est le plus grand acte patriotique qu'on puisse rendre à mon oncle, à son père, pour qu'il puisse se reposer dans la terre qu'il a vu naître, dans le pays qu'il a libéré. Un acte patriote comme le fut le défunt. En effet, c'est à 18 ans que Ramdan Martoub a rejoint le maquis dès la première année de la guerre de libération nationale. Blessé, il a été capturé par l'armée française en 1956. Et il est resté emprisonné jusqu'en 62. La famille, elle croyait qu'il était mort. Décédé, ouais. Ouais. Il était à Serkadji. Ils l'ont torturé à l'Arvati à la Seine. Ouais. L'eau, l'électricité, ils l'ont suspendu. Quand il était emprisonné, sa petite sœur, elle a été prise par l'armée française, elle a été violée. C'est-à-dire ils se sont vengés sur sa petite sœur. Pour autant, en homme droit et en digne combattant, le Moudjahid n'a jamais transmis la haine de l'autre à ses enfants. Le jour que je lui ai posé la question, je lui ai dit, mon père, la personne qui t'a torturé, qui t'a subi les... Je lui ai dit, demain, tu vas le rencontrer ici à Paris, qu'est-ce que tu vas lui faire? Il m'a dit, je ne vais rien lui faire, je vais boire avec lui un café. C'est la guerre, c'est la guerre. Pour Malika Martoub, le patriotisme qui a nourri son oncle, de même que son défunt père, était celui qui coulait dans les veines de chaque membre du village Taourit Mokran. C'est un village durant la Révolution, on l'appelait Taourit Allah Yarham. Pratiquement, en 62, on n'avait aucun lycéen. Tous les hommes, et même les femmes, c'est-à-dire ils étaient dans les maquis. Pour nous, si on est ce qu'on est aujourd'hui, c'est parce que nos parents, nos grands-parents, ils étaient très attachés à leur terre. Ils étaient patriotes, ils étaient des hommes dignes et des hommes libres. Donc, il va de soi que nous, étant que, c'est-à-dire deux générations après, c'est-à-dire qu'on soit comme ça, qu'on aime notre pays, qu'on aime notre terre, qu'on aime notre identité, qu'on aime notre patrie. Et c'est avec une très grande émotion que le fils et la nièce ont accompagné la dépouille vers son dernier vol, afin qu'enfin Ramdan Martoub repose auprès des siens dans ce pays qu'il a tant aimé. Voilà pour cette correspondance. Dans le dossier sahraoui, le représentant du Front Polisario, Obi Bachir Bouchraïa, a dénoncé devant le Parlement français la politique de deux poids deux mesures de la France face au dossier sahraoui. La séance a été organisée à l'initiative du député Jean-Paul Lecoq qui a urgé le gouvernement français à assumer sa responsabilité historique vis-à-vis de la cause sahraoui. Commentaire de Camille Ameliel. Au cours de cette réunion consacrée au développement récent de la situation au Sahara occidental et dans la région et au rôle de la France dans le conflit sahraoui, Obi Bouchraïa Bachir, le représentant de la délégation du Front Polisario, a dénoncé devant le Parlement français la position de Paris à l'égard du Sahara occidental, déplorant ainsi le soutien affiché de la France au Maroc dans son rejet du référendum d'autodétermination du peuple sahraoui. Depuis le 13 novembre 2020, la guerre est malheureusement reprise au Sahara occidental et le cessez-le-feu s'est effondré après 30 ans d'attente, nous ramenant à la case départ avec des répercussions préoccupantes qui se profilent déjà à l'horizon, menaçant la sécurité et la stabilité dans la région. À qui incombe la responsabilité d'une telle situation? En effet, la France, non seulement elle a failli à ses obligations en matière de droit international, mais elle a aussi clairement soutenu et encouragé le Maroc à se rebeller contre la légalité internationale. C'est encore la France, principalement la France, et peut-être même seulement la France, qui agit en leader au sein de l'Union européenne pour contourner les différentes décisions de la Cour de justice. Au Sahara occidental, mais aussi dans la plupart des pays du voisinage immédiat, nous sommes plus que mécontents de cette immuable position de la France, favorisant le Maroc au détriment des intérêts des autres pays de la région. Qui est responsable de l'échec du processus de paix? Certainement pas le Front Polisario, qui savait dès le départ que la paix avait un prix, qu'il fallait payer. Nous avons réglé notre partie de la facture très généreusement, avec parfois des risques importants.
Cependant, l'autre partie n'avait pas l'intention d'avancer d'un iota. La véritable solution de compromis est celle qui est conforme au droit d'abord et à la démocratie ensuite, à savoir la solution référendaire. Aujourd'hui, c'est une réunion importante parce que nous avons la chance d'être accueillis à l'Assemblée nationale par le député Jean-Paul Lecoq et d'être très bien accueillis vu que le ministre a dû venir à la réunion et participer. Donc on parle de la nation, on parle du droit, on parle des actions internationales. Et bien ici on est devant les députés et on leur dit à l'ordre du jour aujourd'hui c'est la question sahraoui. Donc déjà ça c'était un grand moment. On n'a pas senti un enthousiasme vraiment marqué pour le Maroc. Il y avait quand même une certaine prise de distance. Organisée à la demande du groupe de la gauche démocrate et républicaine, cette séance publique à l'Assemblée nationale française, initiée par le député Jean-Paul Lecoq, porte sur le bilan des actions de la France pour faire respecter le droit international, notamment le cas du Sahara occidental. Nous avons inscrit à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale française la question du Sahara occidental. L'organisation de cette disposition faisait qu'à 2e heure, un ministre devait répondre aux questions concernant ce sujet. C'est, je crois, la première fois depuis que le conflit est ouvert qu'à l'ordre du jour de la séance de l'Assemblée nationale, on a pu faire ça. Et il est bon de montrer, à travers les témoignages, que la France, même si elle s'en défend par la voix du ministre, ne respecte pas le droit international et a beaucoup de progrès à faire dans ce domaine. Et donc on a, grâce à cette séance, montré la contradiction qu'il y avait entre le discours officiel et les actes qui étaient produits sur la question du Sahara occidental, parce que la France, proche de cette zone, a le devoir, a même la responsabilité de travailler à solutionner ce conflit pour permettre justement des relations normalisées, pacifiques, fraternelles, entre les deux rives de la Méditerranée. De son côté, l'activiste française Claude Mongin a évoqué la grave crise des droits humains dans les territoires occupés et l'horreur des crimes commis quotidiennement par les forces d'occupation marocaines contre les civils sahraouis. Des prisonniers sahraouis au Maroc, contre la non-application de la condamnation du Maroc par le Comité contre la torture et par le fait que la France ne protège pas les droits d'une de ses ressortissantes en ne l'aidant pas à obtenir son droit de visite. Pour les intervenants, le gouvernement français doit assumer sa responsabilité en faisant pression sur le pouvoir marocain afin qu'il mette fin à l'occupation du Sahara occidental, soulignant que la véritable solution à même de mettre un terme au conflit dans la dernière colonie en Afrique est la voie référendaire. Et pour en parler, nous avons en direct avec nous par téléphone le député français Jean-Paul Lecoq. Bonsoir, vous avez réussi à inscrire la question sahraoui à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale française, malgré toute la résistance à laquelle vous faites face. Au-delà de la symbolique, comment cette action va-t-elle aider à faire avancer la cause sahraoui? Bonsoir à tous. Déjà, c'est un événement d'avoir inscrit à l'ordre du jour officiel de l'Assemblée ce sujet, ce thème. D'habitude, on fait des réunions dans l'Assemblée nationale, des réunions. Je l'avais inscrit il y a une douzaine d'années dans une réunion de commission des affaires étrangères à l'Assemblée nationale, ce sujet, mais jamais à l'ordre du jour de l'Assemblée. Et là, on a profité de ce qui s'appelle la semaine de contrôle pour justement questionner le gouvernement sur son travail, son respect, son travail, sur le respect du droit international. Et on a mis comme zoom le Sahara occidental et le groupe de GDR, les députés communistes, sont tenus à cela. Et donc j'ai beaucoup apprécié l'engagement, parce qu'il faut un engagement pour faire ça. Vous savez que c'est un sujet tabou en France de parler du Sahara occidental. La relation entre la France et le Maroc fait que, voilà, on ne parle pas de ces sujets-là. Et là, on a obligé à écouter les témoignages de grande qualité que vous avez montrés à travers les différents intervenants qui ont parlé aux députés, et qui ont parlé aux députés partout. C'est-à-dire qu'il y avait ceux qui étaient présents dans la salle, et comme c'était l'Assemblée nationale, dans tous les bureaux de tous les députés, sur tous les écrans de l'Assemblée nationale, était diffusée cette réunion, ce thème. Et puis, vous avez ensuite entendu peut-être ou exposer des choses concernant les réponses du ministre. D'abord l'exposé du ministre, et puis ensuite les réponses aux questions qui étaient, à vrai dire, pas très enthousiastes. Vous l'avez remarqué, pour défendre le Maroc et
Et donc on voit un petit changement d'attitude, mais c'est la qualité des témoignages des intervenants et la démonstration qui était faite par les uns et les autres qui mettait en difficulté le gouvernement français. Jean-Paul Lecoq, vous suivez la question sahraoui de près. Vous connaissez l'intimité de ce dossier, des droits de l'homme, de la question de la décolonisation. Et pourtant, on assiste à un silence assourdissant de la part de plusieurs puissances. Ces mêmes puissances qui s'insurgent parfois quand certaines minorités sont attaquées dans plusieurs régions du monde. Comment expliquer ce deux poids, deux mesures ? Ah mais moi, je ne peux pas l'expliquer à la place du gouvernement français, mais je partage votre regard, votre analyse. C'est-à-dire qu'à chaque fois, la France, quand elle parle d'autres pays, là, elle va inscrire une résolution à débattre sur Loukachenko. Elle inscrit dans la question des Ouïghours. Elle inscrit la question de la Chine. Enfin, partout dans le monde, elle parle de droits de l'homme, etc. Et quand il s'agit, excusez-moi l'expression, mais de balayer devant sa porte et d'inscrire la question soit des Palestiniens d'ailleurs, soit des Sahraouis, moi, j'avais fait inscrire à un moment donné le débat sur Mayotte, parce que la France est aussi un pays colonisateur des Comores. Eh bien, ces sujets-là sont des sujets totalement tabous. Et donc, il faut prendre les espaces tout petits qui existent dans la démocratie française, dans les institutions françaises, pour pouvoir obliger à parler de ce thème. Le deux poids, deux mesures, c'est ce que les députés qui défendent les droits de l'homme, à chaque fois, expliquent. Et c'est souvent les députés communistes, je le dis comme ça, mais je suis désolé de le dire comme ça pour ceux qui regardent partout. Il y en a qui regardent que dans certaines directions. Eh bien, on fait la démonstration à chaque fois dans toutes nos interventions qu'il y a deux poids, deux mesures. On montre à chaque fois les choses et très souvent, voire quasi systématiquement, en tout cas dans mes auditions du ministre des Affaires étrangères, Le Drian, je pose la question du Sahara occidental. Ils savent bien que je ne les lâcherai pas là-dessus parce qu'à un moment donné, c'est tellement la démonstration de l'inconséquence de la France sur la question des droits de l'homme qu'elle ne peut pas, à cause de ça justement, dire au monde entier, vous devriez respecter les droits de l'homme, vous devriez respecter les droits des peuples, etc. Moi, je dis au gouvernement français, commencez par le faire vous-même, avant d'aller faire la leçon au reste du monde. Jean-Paul Lecoq, vous êtes député français, vous étiez l'invité de ce 19h. Merci beaucoup pour votre participation. Et au Maroc, les inégalités se creusent de plus en plus. Le dernier rapport du centre de recherche TNA Landgrades pointe du doigt un système inégalitaire mis en place par le Marzen qui profite à une poignée de familles. Pour Mohamed Radi El Lili, ex-journaliste de la chaîne publique marocaine, le bilan de Mohamed VI a augmenté la pauvreté, a accéléré le phénomène de l'immigration clandestine. Commentaire, Amel Bouharba. La situation économique ne cesse de se détériorer au Maroc avec des répercussions sociales incommensurables sur les populations, notamment les plus défavorisées. Les rapports des experts accablent le régime du Marzen. Le dernier en date, celui publié récemment par le centre de recherche TNA Landgrades, qui estime que la population marocaine supporte les conséquences financières d'un système énergétique conçu par le Marzen pour être totalement inéquitable, profitant exclusivement à des investisseurs privés. Selon cette analyse, la libération du secteur énergétique au Maroc en 2014 a entraîné une situation d'oligopole à tous les niveaux, à savoir importation, stockage, vente à la distribution et vente à la consommation. La production concessionnelle privée au Maroc, qu'elle soit d'origine fossile ou renouvelable, est érigée en postulat incontournable par l'élite gouvernante. Elle profite d'abord aux multinationales, souvent en coopération avec des entreprises nationales détenues par la famille royale ou par des familles puissantes et proches du pouvoir, rapporte cette analyse. Une situation que dénonce Mohamed Radi El Lili. شكرا للتلفزيون الجزائري على هذه الاستضافة. حقيقة يعني من يريد الحديث عن الأوضاع الاقتصادية والسياسية في المغرب فإنه يعني يجد الصورة واضحة جدا. يعني في أكثر من 22 سنة من قيادة محمد السادس للمغرب يعني شاهدنا تدهورا كبيرا جدا في الأوضاع الاقتصادية والسياسية. يعني لم نشهد تنفيذ الوعود التي تقدم عادة في خطب الملك واللي يعني تعتمد أساسا على ما يروجه الملك من عبارات البلورة والخطط النموذجية أو البرامج النموذجية أو البرامج التنموية، وكلها يعني أكاذيب في أكاذيب. يعني ثبت مع الوقت أنها لا تعدو أن تكون فقط وعود فارغة. شاهدنا بأنه في يعني معدلات البطالة
البطالة ارتفعت بنسب كبيرة جدا. شهدنا كذلك ارتفاعا كبيرا في نشاط حركات الهجرة غير الشرعية، ففي 2020 مثلا سجل، وهذا أرقام يعني رسمية للمغرب، 27,000 أو إحباط 27,000 محاولة للهجرة غير الشرعية. وحينما نقول يعني 27,000 يعني هو عدد ضخم جدا وكبير جدا مقارنة مع دول ربما أقل استقرارا من المغرب ولكنها لا تشهد هذه النسب الكبيرة من الهجرة. نتحدث كذلك عن مؤشر التنمية البشرية اللي هو واحد من يعني المعايير المعتمدة دوليا في قياس نسبة استقرار البلد أو تطوره. المغرب يوجد في سنة 2021 في المرتبة 121 في مؤشر التنمية البشرية على المستوى العالمي، وكل ذلك يعني بسبب تدهور قطاعات الصحة، التعليم، البنية التحتية، البطالة، عدم يعني وجود رؤية سياسية واضحة في المغرب تسير به إلى الأمام. Ce journaliste pointe également du doigt la politique de normalisation du Marzen avec l'entité sioniste qui obéit, dit-il, à des visées expansionnistes. نحن نتحدث كذلك عن موضوع التطبيع، لأنه موضوع التطبيع يعني كان خيار للنظام المغربي دون الرجوع إلى الشعب، ولاحظنا كيف كانت ردة فعل الشعب حينما خرج في مظاهرات في الرباط، في مراكش، في طنجة يرفض هذا التطبيع، ولم يفتح القصر أبدا أي إمكانية من أجل يعني مناقشة الشعب هذا الموضوع ومن أجل يعني الاستماع إلى رأيه. فرأينا أنه فقط تم استعمال العنف والعصا، وأرسلت القوات القمعية لمنع هذه الأنشطة الاحتجاجية لموضوع التطبيع، للرغم أنه موضوع التطبيع مرتبط أساسا بموضوع الصحراء الغربية، ونعلم كذلك بأن الشعب المغربي مغيب عن هذه القضية، أو هذه القضية لا يسمح للشعب المغربي بمناقشتها أو يعني الحديث بشأنها، لأنها حكر للقصر، حكر لساسة المخزن، وحكر كذلك للفكر التوسعي للنظام العلوي الذي يريد التوسع في موريتانيا ويريد التوسع كذلك في أرض الصحراء الغربية منذ 1975. نشاهد كذلك على مستوى المغرب يعني الانهيار الكبير في حرية الرأي والتعبير، حينما نجد يعني عشرات الصحفيين المعتقلين، نجد كذلك عشرات الناشطين والمؤثرين الفيسبوكيين البسطاء الذين عندهم يعني متابعات كبيرة جدا وجدوا طريقهم للسجن في المغرب بسهولة وبمتابعات كيدية، ونالوا 3 سنوات 4 سنوات من السجن ظلما وعدوانا في مقابل حماية سراق المال العام الذين لم يحاسبهم أحد ولم يقفوا أمام ردهات المحاكم ولم يحاسبوا ولم يعتقلوا بنفس الطريقة التي يعتقل بها النظام الملكي المغربي، يعتقل بها هؤلاء المؤثرين الفيسبوكيين الذين كان لهم حقيقة صدى على مستوى الإعلام البديل، حينما يعني يغلق المخزن وكل أبواقه الدعائية المغربية أمام كل هذه الكفاءات وأمام كل هذه الأصوات التي تنادي بصوت الشعب. Autant dire que le malaise social est de plus en plus profond et touche plusieurs secteurs au Maroc. De nombreuses corporations, dont l'enseignement supérieur et l'éducation nationale, annoncent des mouvements de protestation et une grève générale à partir du 12 janvier prochain. Et avant de clore cette édition, on fait le point sur la situation sanitaire en Algérie. Le nombre des contaminations est en hausse, 491 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 294 guérisons et 7 décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures selon le ministère de la Santé qui appelle les citoyens à la plus grande vigilance et au respect des mesures barrières. Nous terminons ce journal avec notre patrimoine algérien gravé dans la céramique d'Alger est un ouvrage qui retrace le répertoire qui répertorie donc la céramique algérienne du XVIIIe et du XIXe siècle. Le livre est signé Rachid Sidi Boumeddine et selon lui, chaque carreau de céramique raconte un pont de notre histoire. Couverture signée Mrim Damis. C'est un voyage à travers le temps dans lequel nous plonge le livre Céramique d'Alger, toute une histoire de Rachid Sidi Boumeddine qui nous fait découvrir l'histoire des fabuleux palais de la Casbah à travers les différents carreaux de céramique multicolores qui ornent ces murs et qui cachent tant de secrets bien gardés.
C'est au XVIIIe et XIXe siècle que nous emmène l'auteur. Le fait que ces carreaux importés d'Europe, soit d'Espagne, soit d'Italie, soit de Tunisie, et ainsi de suite, contribue à donner aux maisons de la Casbah une personnalité rare et même particulière. C'est dû à la fois à la manière de décorer les habitations, qui n'est pas la même que dans la maison de Fès ou de Rabat, ni de la maison de Tunis. Quand on regarde les choses, quand on se met à l'échelle de ces siècles-là, que les gens de l'époque étaient pleinement engagés dans des rapports avec tous les pays du monde, autour de la Méditerranée en particulier. L'ouvrage illustre de multiples figures qui témoignent de la richesse du patrimoine algérien, unique en son genre. La figure originale de la maison de la Casbah est introuvable ailleurs. Vous ne trouverez ni ces carreaux en Europe, ni ce qu'ils ont réussi à faire de nos palais, de nos maisons. D'accord ? Cela veut dire que le patrimoine est un produit vivant, si on veut bien le regarder comme ça. Alger, à l'époque, a été un phare de la Méditerranée, a été l'une des plus grandes métropoles de la Méditerranée. Vous savez, à l'époque, Alger avait près de 18 000 maisons. Et ces maisons étaient décorées, bien sûr, quand il s'agissait de palais, quand il s'agissait d'édifices publics comme les mosquées, etc., vous avez une variété de céramique qui est extraordinaire et qui montrait la richesse des rois d'Alger, dans le sens où ils pouvaient se permettre d'importer des céramiques pour embellir leur maison. Pour mettre en valeur le patrimoine national, l'auteur s'est longuement consacré à la recherche et s'est approfondi sur l'histoire et les origines de la céramique d'Alger, qui fascine toujours autant par son originalité et ses particularités. Et cette information sportive maintenant, la télévision publique annonce la retransmission de tous les matchs de l'équipe nationale à la CAN 2022 qui se déroulent au Cameroun, ainsi que le match de la finale de la CAN et la cérémonie de clôture à la télévision algérienne à travers ces différentes chaînes à mobiliser ces équipes, ces journalistes pour vous faire vivre cet événement continental. Votre soirée sur Canal Algérie, vous avez rendez-vous avec Ciné Thématique. Amir Nebech vous propose une soirée spéciale cinéma et théâtre avec la diffusion du film Kahla Oubeida de Bouranoun et la pièce théâtrale Mort d'un commis voyageur. Et ainsi va l'actualité, c'est la fin de ce journal. L'équipe de la rédaction qui l'a préparé, l'équipe technique qui l'a réalisé, vous remercie de l'avoir suivi. Merci pour votre fidélité. Belle soirée.